Voici une émission produite par la télévision communautaire du Kamouraska. Saviez-vous que la meunerie de groupe Dinaco récupère les contenants de pesticides vides des agriculteurs? Plusieurs centaines de contenants sont récupérés chaque année. Ils sont nettoyés et acheminés vers un centre de recyclage spécialisé pour être réutilisés. Tammy! 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 Où t'es caché? Ouais! Ah! Aïe aïe, Tammy, t'es fort comme un bœuf? Cette semaine à l'émission, nous tentons de faire un effet bœuf auprès des producteurs que nous rencontrons. La production bovine est au menu et nous allons tenter de différencier les races bovines de nos producteurs hôtes. Cimental, Charolais, Limousin, veau d'embauche ou veau de grain? Restez des nôtres car dans un instant, nous mettons le pied sur la ferme géante de Saint-André et la ferme des Cèdres de Saint-Denis. Présentement, on est en 3 bâtiments, 3 chambres. On a une réception on rentre 70 veaux aux 2 mois. Puis on a d'autres chambres, une étable froide, une autre étable froide aussi pour l'engraissement. On a une étable froide de 70 places, puis ici 80 places. Ils viennent d'où, les veaux? Les veaux viennent de la région, des producteurs de la région qui m'en apportent, de la Gaspésie, du Nouveau-Brunswick. Ça dépend de mes commandes. Des fois, on achète des marchés d'animaux en camp du Bic ou en camp Saint-Isidore. Est-ce qu'il y en a qui peuvent provenir de votre production laitière? Oui, tous ceux de notre production laitière sont finis ici. Là, vous parliez tout à l'heure de 3 types de chambres. C'est quoi ça, les différentes Nous, chambres? on a choisi d'y aller en chambre comme ça pour séparer les risques de maladies. À l'entrée, ils ont une chambre fermée, ventilation contrôlée, chauffée pour les petits, pour être sûr qu'ils sont dans un genre de cercle fermé pour éviter les maladies, les contaminations, pas qu'ils contaminent les autres, ni se faire contaminer. À chaque fois qu'il y a une entrée de veau puis une sortie, c'est lavé, désinfecté. Puis de cette façon-là, on minimise les risques de maladies, de propagation de maladies d'une chambre à l'autre. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous perdiez un troupeau complet? Non, on a déjà vu un automne en perdre une dizaine de gros, là, de pneumonie de grave. Là. Mais à cette heure, on vaccine. Dans ces années-là, on ne vaccinait pas. À cette heure, on vaccine, puis on a un protocole à suivre pour être sûr que... Parce que quand tu perds gros comme ça, tu investis beaucoup de temps et d'argent sur ces bêtes-là, puis ça te fait de la peine des perdre. Quand vous prenez votre veau puis il sort d'une chambre à l'autre, est-ce que c'est l'âge qui détermine qui va changer de chambre ou c'est le poids de l'animal? C'est le poids. Mais souvent, on sélectionne les plus gros qu'on traverse ici à l'engraissement. Toujours selon le poids. Là. Quand ils font au moins 400 livres de l'autre côté, bien, ils transfèrent ici à l'engraissement pour être finalisés. La première étape, c'est évidemment, les veaux sont tout petits, ils peuvent pas, on parle de veaux de grain, ils ne peuvent pas manger du grain. C'est pendant combien de semaines à peu près que le veau se nourrit que de lait et que d'eau? 45 jours. Ils sont à l'entrée 45 jours, mais au bout de 10-15 jours, ils commencent à consommer du grain. Son alimentation lactée, on débute avec 3,5 litres par jour pour atteindre un pic de 6,5 litres, puis il finit avec 2 litres par jour là, au bout de son 45 jours. Là. On a une machine avec un ordinateur qui est programmé, déjà une courbe de lait par veau. Puis c'est toujours selon son poids à l'entrée. Un petit veau à l'entrée n'aura pas la même quantité qu'un gros. Là. Puis, puis le petit va avoir du lait plus longtemps que le gros. C'est pour qu'il arrive au moins à finaliser, là, à se finir à peu près au même poids. Là. Un gros veau qui est déjà bien démarré, il a besoin de moins de lait que le petit. Là. Mais ça, la machine, c'est nous qui la formidable, programme. là. C'est nous vous qui la programmez, programme. puis ça vous sauve énormément de temps parce que vous n'avez pas besoin de préparer
chacune des rations pour chacun des veaux. Bon, oui, ça remplace un homme, un employé. Là. Sans ça, il y aurait un employé attitré juste pour faire ça, là, qui veillerait à l'alimentation. Puis si le défaut, ce qu'on avait avant, anciennement, c'est que c'était jamais la même personne qui faisait boire le lait. Ça fait que la machine, elle se trompe pas. C'est toujours la même quantité. Avec nous autres, de cette façon-là, c'est plus facile à gérer. Ils sont détectés par une puce. Oui, par la puce électronique ATQ. Il s'agit que l'animal soit identifié sur le bon côté. S'il est mal identifié, ils vont le réidentifier à l'entrée. Et ça, la machine, elle détecte, lui, il a déjà mangé. Oui, c'est ça. Il ne redonnera pas du lait. Là. Il va falloir qu'il attende une couple d'heures avant d'avoir son repas de lait. C'est quelle sorte de soins que vous devez apporter à un animal qui est malade? Bien, c'est tout dépendant de son problème. Là. Si c'est un problème de déshydratation, on va leur donner un électrolyte. Si c'est un veau qui est en fièvre, là, si c'est une pneumonie, bien, ça va être un antibiotique. Puis s'il fait beaucoup de fièvre, bien, là, on va rajouter avec ça un Prédef il faut faire baisser sa température pour y aider à combattre sa fièvre. Là. Et ça, tout est répertorié, tout est numéroté dans un cahier de charge. C'est ça, c'est suivi. Puis cette détection-là doit être faite à tous les jours parce que si un veau qui fait une température, tu fais de la fièvre une journée puis tu ne l'as pas détecté, mais le lendemain, monsieur, il peut être mort. Là. Parce que ça est fait assez rapidement. Quand on est rendu à l'engraissement, c'est du maïs en grande quantité qu'on donne? Oui, maïs et suppléments protéiques qu'on donne. Du blé, de l'orge, canola, soya? Moi, je mets un petit peu d'orge, mais en majeure partie, c'est du maïs et suppléments. Okay. Le supplément est fait à base de canola, soya, tout dépendant de la recette du producteur. Mais normalement, c'est pour avoir un supplément autour de 40 de protéines, 36 à 40 de protéines. La machine fait une recette. Là, la machine identifie et elle donne son lait. Elle reconnaît chaque veau. S'il est déjà venu, là, ben, il ne donnera pas de lait. Parce que ça fonctionne 24 heures sur 24. C'est le meilleur employé qu'il peut avoir. Faut pas qu'il brise, hein? Parce qu'on laisse une veilleuse ici la nuit, fait qu'ils peuvent venir voir la nuit. Tout est contrôlé ou ils mangent autant qu'ils veulent? C'est à volonté. Ils n'ont toujours devant les autres, puis c'est à leur choix qu'ils viennent de consommer. Et ils font le tri, hein? Oui. C'est sûr que d'un veau à l'autre, il y en a qui développent plus vite que d'autres. Tout dépendant de ce qu'ils consomment. Là. Quand ils sont rendus à la troisième chambre, c'est juste avant de partir à l'abattage. Qu'est-ce qui se passe pour eux ici, là? Présentement, ici, c'est ça, ils consomment à volonté. Puis nous autres, le dernier parc, à toutes les semaines, bien, les derniers parcs, on pèse des veaux. Là. De ceux qui sont bons pour l'abattage, on les annonce sur une enchère électronique. OK. Puis ils partent la semaine d'après. Ça prend combien de livres avant de partir? 640 livres. Quand tu pèses autour de 640 livres... minimum, ça? Oui, c'est le maximum. C'est le maximum? C'est le maximum, Okay. autour de 640 livres. Pour faire un poids carcasse de 353 livres. S'il excède ça, mais là, c'est plus un veau, là, il tombe un bouvillon. Puis, à un coup qui est parti d'ici, il s'en va où? Il s'en va à l'abattoir? Bien, moi, il est vendu sur le marché, sur l'enchère électronique. Et puis, je ne sais jamais nécessairement qui va l'acheter. Les veaux sont offerts aux acheteurs, aux abattoirs. Puis c'est ça. Il y a une vingtaine d'acheteurs qui achètent des veaux de grains. Là. Comme production, est-ce que c'est compliqué, la production bovine? La production de veaux de grains, non. La production de veaux de grains, c'est pas nécessairement une production qui est compliquée. Ce qui est compliqué, c'est l'entrée des veaux, apprendre à gérer ça. Si tu ne veux pas avoir de pertes, là, moi, j'ai de la peine à chaque fois que je perds un veau, fait que je m'arrange pour en parler. Ça dépend de la qualité des veaux que tu reçois. C'est seulement des mâles que vous gardez? En majeure partie, c'est des mâles. Il y a quelques femelles, mais c'est assez rare. Il y a une différence, on parlait de ça tout à l'heure avant l'entrevue, il y a une différence de viande entre une viande d'un mâle puis la viande d'une femelle? Oui, les abattoirs, ce qui est recherché, c'est des mâles. Si tu as des femelles à travers un lot que tu vas annoncer, bien, ça fait une déprime sur tes lots. Tu n'es pas avantagé d'avoir des femelles. Mais c'est pas parce que la viande n'est pas bonne, la femelle. C'est parce que le rendement carcasse est moins élevé. Une femelle fait moins de muscles. OK. Et puis les veaux sont toujours à l'intérieur, ici, chez vous? Oui. Mais c'est Bien, quoi à part la les veaux dans les huches extérieures, Ouais, là, OK. mais les autres sont tous en intérieur. Mais c'est pour quelle raison vous décidez de les garder? Est-ce que vous pourriez les envoyer à l'extérieur si vous voudriez? Ou... C'est parce qu'ils se mettraient à packager. Peut-être le fourrage pourrait bien changer la couleur de la viande. C'est parce qu'il faut faire une viande le plus pâle possible. Le marché, ça prend une viande rosée. Il faut que nos veaux classent A1, A2. Puis si tu as A3, tu as une déprime. Si au point de vue conformation, bien, ils tombent B, mais tu as une autre déprime. Fait que tu vises toujours le maximum. Peut-être que le soleil, je ne sais pas, le soleil, ça pourrait affecter la couleur de la viande. Puis, du point de vue cahier de charge, les animaux doivent être dans un bon bâtiment, bien ventilé.
Dans une année, il y a à peu près combien de veaux qui sortent de chez vous pour l'abattoir? À peu près. À peu près 350 veaux par année. J'ai un volume à respecter de 411 veaux. Fait que je peux aller jusqu'à 411 veaux que je peux vendre. OK. Fait que je roule autour de ça. Là. Puis vous voyez quoi, finalement, pour votre entreprise, là, pour les années à venir? Qu'est-ce que vous espérez? Du point de vue investissement, j'ai pas mal fait le tour. Là. Ça va être probablement la relève s'ils décident de continuer. La consommation de bœuf baisse régulièrement depuis les 20 dernières années. Après avoir atteint un sommet de 17,4 kg par an au milieu des années 80, elle a chuté à environ 12 kg par personne, soit une baisse de 18 %. La présente analyse se fonde sur la consommation et non la disparition. Par exemple, elle est passée de 39 kg en 84 à 32 kg en 2003. On s'attend à ce que la consommation de bœuf baisse encore. En 2003, la consommation de bœuf a eu une modeste sursaut en raison de la réaction positive des consommateurs à la crise de l'industrie bovine causée par l'ESB, ou la maladie de la vache folle, et de la baisse du prix de certains produits carnés, en particulier la viande hachée. La mode du régime Atkins, riche en protéines, peut également avoir influé sur cette augmentation. On a constaté que le revenu disponible réel, le prix réel du bœuf, le prix des produits de substitution de la volaille et le niveau d'immigration sont les facteurs pour comprendre les tendances de la consommation de bœuf. Selon la théorie économique classique, les trois variables ont une incidence. Elle est négativement liée à l'augmentation de l'immigration au Canada, un résultat auquel on s'attendait car nombre de régimes alimentaires asiatiques contiennent peu de bœuf. La consommation d'agneau et par extension celle des autres viandes de spécialité doit considérablement augmenter d'ici 2020. Parmi les autres facteurs contribuant à la baisse, le végétarisme, mais plus précisément l'adoption de repas sans viande par le public en général. Cette tendance fait suite aux perceptions de commodité, par exemple les plats préparés de pâtes, et des avantages pour la santé des régimes alimentaires fondés sur le poisson, la volaille, les légumineuses, les légumes, les grains et l'adoption de styles de cuisson asiatiques qui utilisent moins de viande rouge. La consommation de l'ensemble de la catégorie des viandes rouges ne baissera pas au même rythme que le bœuf, principalement en raison de l'adoption des autres viandes dans cette catégorie. L'analyse historique de la consommation de viande rouge au Canada a permis de déterminer qu'en 1984, les viandes rouges autres que le bœuf et le porc, y compris l'agneau, la chèvre et les autres viandes rouges de spécialité, comptaient pour 6 % de la consommation de viande rouge au Canada. En 2003, ce pourcentage avait grimpé à 7 %. Ici, à la Ferme des Cèdres, c'est la production bovine que vous faites. Parlez-nous un peu de votre production à vous ici. Comment ça se déroule à Saint-Denis? Bon, on est dans le veau d'embauche depuis 87. Le début de la ferme a commencé en 1987. On est tous les deux fils puis filles d'agriculteurs, mais on ne travaillait pas sur une ferme. Et ce n'est pas la ferme ni d'un parent ni d'un autre. On a commencé complètement à zéro. Fait qu'en 87, on a acquis la ferme, on a acheté 15 vaches. Puis depuis 87, on a augmenté tout le temps pour aujourd'hui se retrouver avec un troupeau de 114 vaches, 4 taureaux, puis des veaux, puis des taures. Partir à zéro, là, c'est pas évident. Parce qu'il n'y avait rien ici à vous. Il n'y avait rien, là. Il y avait juste, on parle juste de la vieille étable, puis le reste, toutes les bâtisses, la machinerie, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait pas de maison, rien, là. Est-ce que c'est compliqué de construire, de dire, bon, maintenant, cette zone-là, évidemment, c'était une zone agricole quand même? Ça dépend de la personne. C'est que les bâtisses de ferme, tu n'as aucun problème à construire des bâtisses de ferme. Tu demandes un permis, puis tu l'as. C'est au niveau de la maison, parce que j'avais une maison qui n'était pas ici. En 80, on a vendu la maison pour se reconstruire ici. À ce moment-là, la maison est clouée à la ferme. La journée que je vais vendre la ferme, la maison est avec. Fait que nous autres, on a construit parce que le projet, on avait quand même une vision à long terme. La vision, c'était de monter à 100 vaches. OK? À peu près à 10 ans. Fait qu'on avait des fermes, des terres, autrement dit, qui étaient, on prospectait, qu'on suivait qu'elle était à vendre, voisins, mais il ne s'agit pas de parler. Fait qu'on a acquis ici, la première ferme avait 313 arpents,
On a acheté une autre ferme en arrière, au-dessus de 300 arpents. Puis après ça, on a racheté un autre voisin de 80 arpents. Fait qu'on se retrouve aujourd'hui, en agriculture, on a 500 arpents en agriculture. Donc, je suis autosuffisant des terres. Et vous avez commencé avec combien de bovins quand vous avez acheté les bovins? Les premières, on a acheté 15 vaches. OK. 15 vaches. Après ça, j'ai gardé les tares de ça. J'ai racheté des tares, puis là, ça s'est multiplié. Quand vous disiez que vous êtes autosuffisant avec votre entreprise, avec la ferme, c'est que vos bêtes se nourrissent de ce que vous avez ici en pâturage. C'est ça. Vous cultivez vous-même Oui. tout ça ici, vous Tout n'achetez rien de l'extérieur. Rien de là, pour l'extérieur. Le foin est tout cultivé ici. Les grains, les céréales, ils étaient emmagasinés ici. La pâte, bien, c'est les résidus du grain. On a suffisamment. Mais au départ, on n'était pas suffisant parce qu'on n'avait pas assez de grandes terres. Le troupeau montait plus vite que les terres grandissaient. OK. Ce que vous avez comme bête ici, Simmental, Charolais, Limousin, Oui. est-ce que c'est les seules races? Non, il existe beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres, on aurait pu aller dans l'Angus. Il y a l'Angus noir, l'Angus rouge. C'est un animal qui est beaucoup plus petit, qui est moins pesant. Je pourrais changer complètement le troupeau comme il y a des producteurs qui ont fait. Mais moi, je suis parti avec le Simmental. Je dis pas que je ne changerai pas. Je dis pas que c'est pas bon, les autres races, pas en tout. Moi, je suis là-dedans, puis je continue à améliorer la génétique de ça. Plus aussi, en même temps, mon travail au niveau des sols, augmenter la productivité des sols, toujours pour avoir le plus de rendement possible. Et qu'est-ce qui différencie justement ces races-là, les 3 races que vous avez ici? Moi, les races, le Simmental est reconnu pour une vache laitière. C'est une vache qui est laitière. C'est sûr que c'est une vache qui a une grosse cambrure, c'est une grosse vache. Tu n'auras pas de Simmental à 1200 livres, là. C'est gros, une Simmental. Dans le Charolais, c'est reconnu, c'est la couleur. La couleur dans les packs d'engraissement, si tu prends une vache Simmental, tu la croises avec un Charolais, ça fait plutôt un veau jaunasse. OK? Puis ça, les packs d'engraissement, ils savent, puis ils connaissent ça. C'est ça qu'ils veulent avoir. Après ça, on finit avec un Limousin, parce qu'un Limousin, c'est plus nerveux, puis c'est plus viandu. Celui-là que j'ai, c'est plus viandu. Fait que, il y en a qui peuvent croiser le Limousin avant, le Charolais en dernier, mais moi, j'y vais avec le Simmental Charolais, puis après ça, je finis avec du Limousin. Est-ce que ça peut changer, Ça peut changer. selon Tu peux les faire- années, puis ils se disent, ben, nous autres, on aimerait mieux que ça soit beaucoup plus Charolais là, cette année? Non, ça reste pas mal pareil, mais il faut quand même que tu produises des tares pour ta relève. Donc, c'est pour ça que je me retrouve avec des vaches Simmental, CI Simmental, là. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau aller chercher la valeur hybride, c'est-à-dire les 3 races, mais tu peux te perdre à un moment donné, là. Puis là, là, tu vas être en problème, là. Là, tu vas avoir des problèmes. Puis pour faire la reproduction, vous aussi, vous avez des taureaux pur sang? Des taureaux pur sang. Des 3 races? Les 3 races, c'est tous des taureaux pur sang. Là, j'en ai 4, j'en change un par année. Donc, je sais quel taureau, qui est le père de cette tare-là, pour pas qu'elle se retrouve. Parce Ah que oui. tout est bien tracé, là. Il y a une traçabilité là, de Oui. chacune des bêtes. Là. On a un registre qui garde les veillages, la mère quand elle a veillé, le veau quand il nous montre, quel numéro qu'il porte, le sexe qu'il avait, puis s'il a été vacciné, puis tout ça. Ce qu'on appelle, c'est un troupeau de vaches-veaux croisées. J'ai pas de pur sang ici, donc j'ai 3 races. La première vache qui est au bord, c'est une Simmental. L'autre en arrière, c'est une Limousin. Puis si on voit un autre en arrière, c'est une blanche. Donc, la Simmental est plutôt beige avec une ceinture blanche. La Limousin est plus rouge. La robe est rouge et la Charolais est complètement blanche. Ah, OK. Fait que je joue avec le croisement des races pour aller chercher le plus de la génétique. OK? Tu croises la génétique. Avec du Simmental, tu vas à première, la Simmental, parce qu'elle est reconnue pour son lait maternel. Après ça, tu reviens avec un Charolais. Un Charolais, c'est pour y mettre vraiment de la viande. Puis je finis avec un Limousin pour vraiment y mettre du muscle. Par contre, au 3e croisement, tu ne gardes rien. Parce que là, tu vas perdre ta valeur. OK? Faut pas que tu t'éloignes trop, faut pas que tu mettes trop ta génétique aussi, parce que ça va être pire à un moment donné. Vous, Daniel, vous vous occupez beaucoup des veillages ici. Vous, votre fonction, là, c'est quoi au juste? Bien, la fonction, c'est le matin et le soir, on fait le travail ensemble. OK. Puis pendant la journée, comme ils travaillent à l'extérieur, bien, c'est moi qui est ici sur la ferme. Là. Fait que c'est les travaux, il va y avoir peut-être de la moulée à donner aux veaux à certaines périodes d'année.
de travaux comme pour passer les balais, remonter le foin, des choses comme ça. Puis principalement pendant le temps des veilages, surveiller les veilages. Là. Est-ce que c'est docile comme bête? Parce que c'est massif, c'est gros. Ça peut être quasiment épeurant des fois. Ben, c'est justement pour ça qu'ils sont attachés pendant les veilages. Parce qu'une une vache qui est dans son clos, il y a des avantages, comme plus dans son environnement naturel. Si elle veille toute seule, elle va se coucher, elle va veiler, c'est parfait pour elle. Là. Puis même, ça va permettre au veau de se lever plus rapidement, il va être sur la paille, c'est parfait. Par contre, s'il y a un problème au veillage, s'il y a une difficulté au veillage, il faut intervenir. Donc là, il faut que la vache soit attachée. Puis comme tu dis, c'est massif, c'est gros, je suis pas capable de maîtriser un animal comme ça. Là. Fait que comme c'est moi qui surveille les veilages, bien, j'aime mieux que les vaches soient attachées. C'est plus facile d'intervenir. Je vais voir, bon, elle est proche de veiler. On le voit le matin quand on va faire le train. D'après le pis, puis tout ça, ben, on vient être habitué à détecter les symptômes avant le veillage. Fait qu'on se dit, bon, elle, probablement qu'elle va veiler aujourd'hui ou elle dans quelques jours. Fait qu'on je prête une attention particulière quand je vais faire le tour. Puis pendant les périodes de veillage, on vient pratiquement aux 2 heures, autant pendant le jour que pendant la nuit. Est-ce que c'est long, un veillage? Ça varie. D'une vache à peut-être 1 heure, aller à une tasse, ça peut prendre plusieurs heures. Un veau de qualité, là, pour vous, il ressemble à quoi? On parle d'un veau qui est écorné, qui est castré. C'est un veau qui est quand même en bon état de chair, qui a beau poil, qui est propre, puis qui est uniforme, pas tout raqué, puis tout... Puis là, pour la qualité qu'on appelle, puis il y a des belles fesses en arrière, là, ça, c'est un veau de qualité. Écorné, castré, c'est important? C'est très important. Les packs d'engraissement, ce qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent, parce que s'il y a des cornes, bien, ça va toujours se tirailler. Puis dans les packs, s'il n'est pas castré, c'est des taureaux. Fait que ça se tacle tout le temps. Puis là, à ce moment-là, ça vient briser la viande, mâcher la viande. Fait qu'il y a des pertes dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous voyez pour les prochaines années avec votre entreprise? On va continuer à augmenter la qualité. OK? On continue à augmenter la qualité. Là, au point de vue volume, quantité, on est atteint. Au niveau des animaux, au niveau du fond de terre. Puis là, on augmente la productivité, la quantité au niveau des vaches et au niveau de la ferme aussi, au niveau de la terre. Au Canada, la vache limousine est reconnue pour sa fertilité. Le taux moyen de gestation est supérieur à 95 %. Il est proche de 100 % pour les taures veilant à 3 ans. Sur la pointe, là, on va faire des soins aux animaux. Qu'est-ce qu'on va faire au juste avec vos petits veaux de grain? Bien là, c'est la maternité, on fait la détection des veaux malades. On regarde comme lui, un peu de mucus sur le bord du nez. Il y en avait. Là, c'est les... Là, on vérifie s'il fait de la température. Évidemment, la meilleure manière, c'est le thermomètre. Ouais. Puis là, vous utilisez un thermomètre rectal. Oui, digital. C'est plus facile à voir. Ça prend environ une quinzaine de secondes. Il réagit assez vite. À 36, 37. Sa température est normale. Ouais. C'est ça, c'est à 39,5. 39,5, là, il serait en fièvre. Là, on aurait fait un traitement. Pour la température d'un veau, 39,5, si c'est normal? Bien, si 39,5, ça commence à faire de la fièvre. Okay. Ouais. Normalement, c'est 38, 38,5, dans normal. C'est à peu près comme nous autres, en réalité, si on fait de la température à 39,5, On fait de la on va faire une sieste. Ouais, c'est ça. Pourquoi on prend des silences? Mais s'ils font de la température, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Là, on donne un antibiotique. Puis des fois, on peut donner du Prédef pour faire baisser la température. S'il fait beaucoup de température, s'il est à 40, on va mettre un antibiotique plus un genre comme de l'aspirine. Un Prédef, c'est comme de l'aspirine pour faire baisser la température. Est-ce que vous les isolez, enlevez-vous avec les autres? Non, ce qu'on fait, on leur fait une marque plus souvent. Okay. S'il est vraiment malade, beaucoup malade, bien là, on va l'isoler dans une lutte extérieure, Okay. pas qu'il contamine le veau. Oh, Normalement, quand on le détecte à temps, on a un antibiotique qui s'est passé. Puis vous les détectez comment tout à l'heure? Bon, vous avez dit que celui-là... Lui, il avait un peu de mucus. Il y avait du mucus sur le museau. Ouais, comme ça, c'est un des premiers signes. Lui, à l'allure, tu vois, il se couche, il est mal couché. On a pris sa température, elle est normale. On va le suivre. Probablement qu'il est un peu déshydraté, on va lui donner des électrolytes. Ça devrait se passer avec ça. Il y avait celui-là aussi que j'avais détecté. Je trouve qu'il n'y a pas une belle allure comme veau, là. Puis les oreilles basses. OK. Là, on prend sa température. Si on fait la température, on a un antibiotique. Sans ça, on va lui donner des électrolytes. Ça devrait faire la joie. Est-ce que ça arrive souvent? Bon, quand ça commence les premières semaines, comme ça, ils viennent de rentrer. Les autres, là, c'est plus de détection.
normalement. Là, au bout d'un mois, c'est tu t'es là. Normalement, tous les jours, tu dois quasiment traiter. À vérifier, à traiter. Puis, en lot comme ça se contamine plus qu'un seul. C'est ça, ouais. En hutte extérieure, ben, c'est assez rare que ça se contamine, il est tout seul. Oh mon Dieu, je suis pas sûre, là. Tu le fasses? Tu retrousses la peau, tu le piques comme ici à côté. Par en dessous? Ouais. Ça y fera du mal? Il va le sentir un peu. Oh mon Dieu. Comme ça? Ouais, tu piques dans la peau. Aidez-moi, par exemple. C'est sous la peau. Aidez-moi, parce que là, Place plus j'ai... comme ça, tu piques ici sous la peau. Et tu Rentrez. arrives, Oh mon Dieu. Faut petit. on a pris un peu trop de peau, fais comme ça. C'est moins sensible qu'intramusculaire. OK. Là, t'injectes l'antibiotique. Oh mon Dieu. L'eau avec du sucre pour aider, tu vas aller. OK. Mais est-ce qu'il faut qu'ils boivent toute la bouteille? Ouais. Ouais. Il a l'air d'aimer ça. Tu vas-tu goûter? Non. Non, tu ne goûteras pas. Non. Voyons. Vas-y, fais. On met notre main en dessous. Ah. On va le guider. J'ai toute la main du gluant. Oh oui, attends, ça chatte. Ouais, oui. Ah, c'est taillé. Mais c'est vrai qu'après, ils sont tranquilles, hein? Ouais? Ouais. OK. Ça fait pas mal? Non, ça fait pas mal, non. Voilà qui complète cette émission basée sur la production bovine. C'était intéressant de rencontrer avec nos producteurs les différentes races de vaches, surtout de voir que le veau de grain, c'est assez cute, mais que le veau d'embauche, c'est assez impressionnant. Tout à fait. Alors, la semaine prochaine, nous continuons notre tournée agricole chez d'autres producteurs de la région. Bonjour, je m'appelle Charles Marois. Je demeure sur la route 132 à Saint-André-de-Kamouraska. Je suis producteur agricole biologique depuis 1989, certifié depuis 1989. Je produis du bœuf, du veau de lait, du porc, et je transforme ici à la ferme. Je vends au détail et aussi à la demi, pour congélation aussi. Je vends de l'agneau aussi. Vous pouvez trouver mes produits sur la ferme ici, à l'Églantier à Saint-Pascal ou à l'Auberge du Portage si vous désirez vous faire servir un repas biologique. Merci. Saviez-vous que l'utilisation du GPS en agriculture permet d'appliquer les fertilisants, la chaux et les pesticides par zone de champ de manière très précise selon les besoins de la plante en limitant au maximum les pertes dans l'environnement? La Fédération de l'UPA de la Côte-du-Sud est fière d'avoir été partenaire dans la réalisation de cette émission. Pour nous rejoindre, le 418-856-3044.